Europe 1. Il est 8h18. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le nouveau secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Vous voici dans le grand bain du débat public. Vous arrivez en tête d'affiche en pleine turbulence sociale sur une ligne plus dure, plus combative que celle de votre prédécesseur Jean-Claude Mailly. Les Français et les auditeurs d'Europe 1 vont apprendre à vous connaître, à savoir qui est le leader de la 3e confédération syndicale. Et d'ailleurs Olivier Samin, qui suit les questions sociales à la rédaction d'Europe 1 et qui a suivi le congrès de Force Ouvrière, aura une question personnelle à vous poser. Moi je voudrais connaître d'abord votre conception du syndicalisme face au pouvoir politique qui est en place aujourd'hui. D'abord, est-ce que c'est un syndicalisme qui s'oppose, qui tente de bloquer les réformes libérales ou bien qui tente de les accompagner, de les adoucir ou de les améliorer ? Pour ce qui est de Force Ouvrière, ça reste toujours la même chose. C'est-à-dire que nous sommes constructifs. Nous proposons, nous cherchons à négocier, nous cherchons dans la concertation à pouvoir faire avancer nos revendications et nos positions dans l'intérêt des salariés. Après, une fois que la négociation a eu lieu, on regarde ce qui se passe. Quand c'est bien, on le dit. Et quand c'est pas bien, on le dit aussi, et alors on le conteste. Et les modes de contestation peuvent être diverses, elles peuvent être d'ordre juridique, elles peuvent être aussi par la mobilisation plus traditionnelle, que ce soit la grève ou le mouvement. Donc votre opposition de principe à la fin des embauches au statut à la SNCF ne vous empêche pas de négocier la future convention collective des salariés du rail? Absolument. D'abord, on est représentatif dans la branche. Deuxièmement, nous avons demandé effectivement à pouvoir à être reçus lundi par le Premier ministre, ce que nous avons obtenu. Et nous avons des propositions concrètes à faire, soit des propositions spécifiques, soit des contre-propositions. Vous venez d'évoquer le statut. Il y a par exemple dans les industries électriques et gazières ces dernières années le même phénomène d'ouverture à la concurrence qui a permis de faire évoluer le statut. Peut-être que l'extension du statut des cheminots à d'autres acteurs peut être une piste. Là, on a un gouvernement qui est en train de nous dire finalement, je change les règles du jeu, à vous de voir après si on peut encore jouer. Nous, ce qu'on dit, c'est attendez 5 minutes, regardons ensemble s'il y a le moyen d'étendre les conditions statutaires qui aujourd'hui s'appliquaient de façon plus spécifique à la SNCF. Chaque fois qu'on peut discuter, chaque fois qu'on peut négocier, chaque fois qu'on peut concerter, c'est toujours mieux, c'est là qu'on obtient le plus de choses. Force Ouvrière ira avec un esprit ouvert au rendez-vous de Matignon lundi prochain. Comme toujours, mais pour ça, il faut qu'on nous invite. Vous êtes invité. Oui, mais ce n'était pas le cas au démarrage. Donc pas à Matignon, mais au ministère des Transports, oui. Oui, mais la chaise vide, c'est pas faux. Très bien. Autre question pour situer votre idée de la société. Vous préférez des travailleurs précaires ou des chômeurs indemnisés ? Je préfère des travailleurs salariés en CDI. Et nous avons le moyen de pouvoir l'obtenir. On voit une certaine reprise économique, vous l'avez annoncé ce matin, des CDI qui s'annoncent. Il faut absolument poursuivre sur cette tendance-là. Et nous considérons qu'une partie de l'intervention publique, elle est justement d'aider à ce que la reprise de l'activité économique ne se fasse pas au bénéfice uniquement des 10% premiers de cordée, mais bien des 90% derniers de corvée, comme on l'entend de façon systématique. Donc ça nécessite de changer totalement la politique qui est menée aujourd'hui, et donc de s'intéresser avant tout à ceux qui ont besoin de droits collectifs. Parce que individualiser les droits, ça conduit effectivement à des précaires. Est-ce que vous préférez des taxes et des impôts sur l'exil des plus riches ou des facilités et des avantages pour qu'ils puissent investir en France ? L'exit tax, c'est par ici la sortie avec le président de la République, et c'est l'exemple type de ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que vous avez une politique qui est menée pour ceux qui ont des âges, soit tout, soit la chance, mais qui n'ont pas besoin justement de notre modèle républicain d'égalité de droits et de droits collectifs. Mais qui peuvent créer des richesses aussi oui, et mais des ils ne les redistribuent pas du coup avec la taxe en moins. C'est-à-dire que les 800 millions, ils ne reviennent pas pour 800 millions, pouvoir virtuel, redistribuer. Oui. Eh ben, même si c'est 80 millions, même si c'est 1 euro, c'est 1 euro qui est distribué pour les redistribuer, pour les 90% d'entre nous qui ont besoin de ces droits collectifs. On ne va pas tous être auto-entrepreneurs de nous-mêmes et créer une start-up à Los Angeles. Ça n'a pas de sens. Donc, Emmanuel Macron, président des riches. C'est même pas le sujet, c'est une bipolarisation, c'est une logique d'individualisation, c'est une vision, au-delà d'une politique publique, c'est une vision, et il faut la lui reconnaître, qui est de dire finalement, ne te demande pas ce que la nation peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peut faire pour toi. Sauf que ça marche pas, cette logique de chacun chez soi, ça aboutit au chacun pour soi, et c'est le morcellement de notre société, et c'est antinomique même de notre modèle social et de notre République que d'aller sur une logique de jungle et de chacun
chacun pour soi. C'est cette vision-là que nous condamnons. Il faut faire très attention parce que le bout du bout de cette vision-là, c'est que lorsque vous avez un tout petit peu d'activité économique qui reprend, ça se fait non pas au bénéfice de ceux qui n'ont pas grand-chose, mais justement, encore une fois, au bénéfice uniquement des 10%. Vous avez complété votre réponse à ma première question. Vous faites aussi, Pascal Pavageau, un syndicalisme d'opposition. Mais le syndicalisme, il est avant tout constructif. Lorsque vous avez un rouleau compresseur qui vient détruire les fondements même des droits collectifs, il n'y a pas d'autre moyen que de résister. Chez Air France, la compagnie vient d'annoncer une perte nette de 269 millions d'euros au premier trimestre. La grève va coûter au groupe au moins 300 millions d'euros. Est-ce que c'est pas un terrible gâchis pour une entreprise qui commençait à se redresser? On est entièrement d'accord. Et la responsabilité émane entièrement de la direction. Et pas de ceux qui font grève. Ils font grève parce qu'on leur a refusé de pouvoir concrètement négocier et d'aboutir à un moment donné à un accord. On ne sait même pas s'il y a la capacité d'avoir un accord, que la direction prend l'initiative de faire un espèce de référendum. D'ailleurs, nous, on appelle clairement à voter non aujourd'hui sur la position qui est proposée par la direction d'Air France et dans laquelle s'est immiscé le Premier ministre de façon, de notre point de vue, assez maladroite. Il n'avait pas à prendre parti sur le sujet. Encore une fois, moi, les camarades Force ouvrière au niveau d'Air France, ils ne demandent qu'une seule chose, pouvoir aller à la table de la négociation, pouvoir essayer autant que faire se peut d'obtenir un accord. Je suis entièrement d'accord avec vous, ces 300 millions, ils auraient été bien mieux utilisés en termes de redistribution salariale comme nous le demandions depuis le début. Encore faut-il qu'il reste une table et que la compagnie puisse survivre. Si le oui l'emporte à Air France ce soir, comme ça paraît probable, est-ce que le syndicat Force ouvrière d'Air France suivra la volonté du personnel, des salariés de la compagnie? Mes camarades se réuniront en assemblée générale et prendront leurs décisions à Force ouvrière. C'est toujours les syndicats qui décident. C'est toujours les syndicats et les salariés, l'avis des salariés, il pèsera d'une façon ou d'une autre. Enfin, vous savez, quand vous êtes organisation syndicale, quand vous avez un engagement syndical, vous le faites au service des autres, au nom des autres. Vous le faites pour obtenir plus de droits pour les autres. Donc évidemment, une organisation syndicale, elle s'intéresse avant tout aux femmes et aux hommes qu'elle représente. Question d'Olivier Samin. Olivier. Pascal Pavageau, avant d'être secrétaire général de FO, vous avez été patron. Vous avez été chef de la police de l'eau dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Vous avez eu des responsabilités aux voies navigables de France et puis secrétaire général adjoint de la direction régionale de l'environnement de la région Centre. Dans ces fonctions... Pas patron privé, non, on va préciser. Non, mais je suis toujours ingénieur des travaux publics de l'État, je n'ai pas démissionné de la fonction publique de l'État. Mais alors, dans ces fonctions managériales, vous avez dirigé plusieurs centaines de personnes. Dans une entreprise privée, ça équivaudrait à patron d'une grosse PME. Est-ce que c'est dur d'être patron? Est-ce que vous comprenez leur stress, par exemple, quand ils doivent se coltiner les syndicats? Écoutez, je me suis compris coltiner les syndicats dans mon administration, c'était bien normal en tant que représentant de l'État ayant des équipes à manager. C'est mon métier, moi je l'ai toujours fait, je dirais, avec le plus grand respect de mes interlocuteurs et ça s'est toujours objectivement extrêmement bien passé. Peut-être qu'effectivement, le fait d'être syndicaliste moi-même donne une sensibilité et une meilleure prise de compréhension et en compte justement des attentes des gens qui travaillent avec vous, quel que soit d'ailleurs en l'occurrence leur syndicat. Mais est-ce que de cette vie antérieure, vous gardez des analyses, des considérations qui vous reviennent à l'esprit quand vous négociez avec le patronat aujourd'hui? Oui, d'abord on est fait de ce que on a notre parcours personnel, et moi mon parcours personnel c'est d'être ingénieur des travaux publics de l'État qui a occupé 3 fonctions et donc qui a eu beaucoup de... C'était un peu paradoxal parce que j'avais des mandats nationaux pour Force ouvrière et quand je revenais dans mon administration, j'étais effectivement le représentant légal de l'État qui avait plusieurs dizaines de personnes à manager et sur lesquelles là il fallait effectivement pouvoir faire la négociation, mais cette fois-ci en tant que représentant, et ça vous permet d'acquérir des techniques justement de respect de l'autre, mais aussi de prise en compte des attentes des autres, peut-être un peu plus fortes que je mets à profit aujourd'hui. Dernière question personnelle, Pascal Pavageau, vous êtes le premier secrétaire général de Force ouvrière à ne pas avoir jamais eu de carte de parti politique, à n'avoir jamais été un militant politique. Oui, je n'ai été qu'un militant syndical. Mais il y a des tendances politiques qui s'affirment
s'affirme au sein de Force ouvrière. Ce n'est pas des tendances politiques, c'est des sensibilités. Depuis 70 ans, vous avez des sensibilités diverses qui s'expriment à Force ouvrière. Est-ce que la sensibilité proche du Front National peut s'exprimer au sein de Force ouvrière? En général, elle ne s'exprime pas. Les sondages qui ont été donnés sont je pourrais le développer, mais c'est totalement faux. On part du fait que quelqu'un a voté Front National, donc c'est pas pour ça qu'il est adhérent, et ensuite on lui demande s'il a voté à des élections professionnelles dans son entreprise. Ça va jusqu'à un quart. Hein. Oui, mais, les personnes qui ont répondu ne sont ni adhérentes au Front National, ni adhérentes à FO. Donc on parle de quelque chose qui est un mouvement citoyen sur le fait de voter à un moment donné à une élection politique, puis ensuite de voter à une élection dans son entreprise. Et vous ne tolérerez... Nos statuts sont clairs. On ne peut pas tolérer, auprès d'ailleurs de aucun parti, l'ensemble des mélanges. Et puis vous savez, nous on a nos valeurs, on a nos principes, et la question du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme ou de toute discrimination, nous la condamnons et nous la condamnerons toujours. Merci Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général du syndicat Force ouvrière, d'être venu en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.